Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire Les faux monnayeurs d'André Gide, Le suicide de Boris, deuxième partie. Presque aussitôt après que Philippe fut sorti, Boris à son tour se dressa. Le petit Passavant, qui travaillait assidûment derrière lui, leva les yeux. Il raconta plus tard à Séraphine que Boris était affreusement pâle, mais c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là. Du reste, il cessa presque aussitôt de regarder et se replongea dans son travail. Il se le reprocha beaucoup par la suite. S'il avait pu comprendre ce qui se passait, il l'aurait sûrement empêché, disait-il plus tard en pleurant. Mais il ne se doutait de rien. Boris s'avança donc jusqu'à la place marquée. Il marchait à pas lents, comme un automate, le regard fixe, comme un somnambule plutôt. Sa main froide avait saisi le pistolet, mais le maintenait caché dans la poche de sa vareuse. Il ne le sortit qu'au dernier moment. La place fatale était, je l'ai dit, contre la porte condamnée qui formait, à droite de la chaire, un retrait, de sorte que le maître de sa chaire ne pouvait le voir qu'en se penchant. La Pérouse se pencha. Et d'abord il ne comprit pas ce que faisait son petit-fils, encore que l'étrange solennité de ses gestes fût de nature à l'inquiéter. De sa voix la plus forte et qu'il tâchait de faire autoritaire, il commença. Monsieur Boris, je vous prie de retourner immédiatement à votre. Mais soudain, il reconnut le pistolet. Boris venait de le porter à sa tempe. La Pérouse comprit, et sentit aussitôt un grand froid, comme si le sang figeait dans ses veines. Il voulut se lever, courir à Boris, le retenir, crier. Une sorte de râle rauque sortit de ses lèvres et resta figé, paralytique, secoué d'un grand tremblement. Le coup partit. Boris ne s'affaissa pas aussitôt. Un instant le corps se maintint, comme accroché dans l'encoignure, puis la tête, retombée sur l'épaule, l'emporta, tout s'effondra. J'aime les fins brusquées, disait J. Le journal d'Édouard note simplement. J'apprends par Olivier que Bernard est retourné chez son père, et ma foi, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. En apprenant par le petit Caloube, fortuitement rencontré, que le vieux juge n'allait pas bien, Bernard n'a plus écouté que son cœur. Nous devons nous revoir demain soir, car Profitant Dieu m'a invité avec Boiline et les deux enfants. Je suis bien curieux de connaître Caloube. Le théâtre de J. Gide, peu attiré par le théâtre, écrit cependant Sayul en 1896, sans le faire représenter. Villunier-Poët donne en 1920 au théâtre de l'œuvre Le Roi Candole, où Gide démarque avec une fantaisie pleine d'intention la fable antique rapportée par Hérodote. Beaucoup plus tard, et sans parler de la version scénique des Caves du Vatican, écrite en 1948, Édipe, sa meilleure pièce composée en 1931, et son adaptation du procès de Kafka, 1946, montreront le rôle qu'il aurait pu jouer dans une dramaturgie où il a été novateur et inquiéteur, comme dans d'autres domaines. Il a en effet deviné dès 1896 l'aptitude de la fable, biblique ou antique, à devenir le support d'une action évoquant, dans sa généralité, un problème de la conduite personnelle de la destinée. Comme il possédait aussi l'ironie et la facilité à manier l'anachronisme, confère la Sottile, page 272, il aurait pu, en persévérant au théâtre, affirmer une priorité réelle sur Cocteau et Giraudoux. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci de regarder. Au revoir.